Je ne saurais ce soir ouvrir et animer cette rencontre de l'Observatoire Comédia sans avoir une pensée partagée avec vous, de beaucoup d'émotions du drame que notre beau pays a vécu le vendredi 13 novembre dernier. Et avoir une pensée toute partagée donc aux victimes et à leurs proches qui ont été touchés. Peut-on concilier RSE, innovation et ROI ? Voilà la question que nous nous sommes posée lors de notre rencontre. Le but finalement de cette soirée, c'est de voir quel est l'effet, quelle est l'implication de l'entreprise. Quand je vous dis que la France va s'engager, elle va s'engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est la France qui va signer, mais derrière, ça va être quand même les entreprises qui vont devoir s'engager. Donc ça peut être soit via un engagement volontaire, soit à un moment donné, si ça ne se fera pas, ce sera forcément réglementaire et sera beaucoup plus contraignant par les entreprises. Nous avons donné la parole aux grands donneurs d'ordre. Des grands donneurs d'ordre dans des secteurs d'activité différents. Nous avons pu percevoir à la fois une grande maturité, malgré tout, dans la réflexion, qui est celle de la RSE. Et la nécessité pour les grands donneurs d'ordre et annonceurs d'intégrer l'innovation. La RSE est un moyen pour arriver justement à prouver et aux prestataires et aux donneurs d'ordre notre différence, l'élément différenciant. C'est un moyen et en même temps, le savoir-faire vient d'une direction RSE. Personne dans l'entreprise ne s'est encore approprié ces valeurs-là. Quand vous dites tout à l'heure que la RSE, il y a deux choix, soit on y va de façon proactive, soit on y va par la contrainte. Moi, je fais partie des gens, c'est comme pour les quotas de femmes. Malheureusement, je pense qu'il faudra y aller par la contrainte pour accélérer l'éducation. Nous, notre démarche est un peu différente. C'est vraiment d'intégrer l'homme dans son environnement et de l'amener à construire avec l'entreprise. Alors pour ce faire, on a une signature interne pour accompagner notre politique RSE qui s'appelle Simply Bold. Et Simply Bold, c'est oser et entreprendre. Donc oser et entreprendre, c'est oser entreprendre pour transformer l'entreprise. Il faut, et on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez présenté, que ce soit aussi une démarche de direction générale, d'aller vers l'ensemble des collaborateurs, de savoir repenser et revisiter, on va dire, la gouvernance de l'entreprise. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. Et souvent, les personnes qui sont le plus remises en cause, ce n'est pas le collaborateur, ce sont les managers. On a beaucoup en tête que faire du RSE, ça peut être plus cher, plus coûteux. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a effectivement il y a des manières de faire du RSE pour des prix équivalents, voire d'être plus performants. En même temps, il faut rester réaliste. Il y a un certain nombre de cas, c'est évident, où ces approches-là peuvent avoir un coût. Après, c'est une décision d'entreprise, c'est une volonté par rapport aux enjeux et aux ambitions qu'on veut se fixer, de décider si on y va, si on n'y va pas. Et ça sera peut-être plus cher au début. Dans la durée, ça le deviendra peut-être moins. Donc ces notions de coût, d'un point de vue achat, je pense qu'on ne peut pas les écarter et il faut être conscient que ça a un coût très souvent, contrairement à ce qui peut être dit de temps en temps de manière peut-être un peu simpliste. En tout cas, chez Clarins, il y a une forte volonté de la direction d'accompagner, et y compris quand il y a un coût, d'aller dans ces démarches pour peu qu'on les valorise et qu'on puisse les faire vivre et les mettre en avant. Donc là, on a quand même bien vu les stratégies RSE et achats et déclinées en fait dans différents métiers. Ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'était vraiment des exemples concrets. Sur les achats, notamment, on a choisi chez Système U une posture particulière qui est celle du libre choix. De dire d'un côté, il y a les produits qui sont sous notre maîtrise, sous notre marque, et par ces produits-là, on va en faire notre différenciation. Donc on va y projeter tous les sujets de la RSE, et dire que sur les autres produits, on laisse le libre choix à nos clients. Comment faire pour qu'à un moment donné, ces entreprises soient accueillies, soient écoutées et puissent contribuer à élaborer avec vous le cahier des charges pour effectivement soit présenter leur innovation, soit améliorer leurs produits et leurs solutions pour qu'ils deviennent innovants. Et si vous ne les soutenez pas, si vous ne les appuyez pas, si vous ne les accompagnez pas, eh bien, on est dans une situation où on ne se comprend pas. Il y avait des entités qui nous disaient « Oui, mais Sylvie, regarde, là tu nous mets des ESAT, ça va nous coûter plus cher. » Eh bien non, parce que si vous voulez bien, messieurs et mesdames, quand vous faites votre analyse de coût, ça vous coûte combien de ne pas avoir 6% de personnes
handicapés parmi vos collaborateurs? Combien vous payez annuellement? Alors que quand on fait un contrat tri ou quadripartite avec ces sociétés-là, on récupère des UB. Et ces UB vous permettent de ne pas payer. Aujourd'hui, toutes les grandes sociétés et les services achats de ces principales sociétés sont dans l'attente de prestataires comme nous et sont dans l'attente d'innovation. Et je crois que justement l'acheteur doit montrer son innovation. Il est au centre en fait. L'acheteur est devenu un manager de la transversalité, un manager des différentes ressources, à la fois internes et à la fois externes. Interne puisqu'il est au milieu d'un groupe projet, avec un opérationnel, un juriste, un comptable, un financier, un manager, etc. Mais également, il est au centre, il est l'entrée, il est une des premières entrées pour un fournisseur qui veut venir nous voir, nous présenter ses innovations. Et je crois que l'acheteur, il est là aussi pour apporter au-delà. Il doit passer d'un rôle de simple négociateur de prix à un rôle de capteur d'innovation. La dimension ROI, certes, est beaucoup plus difficile à appréhender. Je pense que beaucoup d'approches sont différentes selon les actions qui sont portées. Peut-être nous n'avons pas eu toutes les clés de réponse sur la dimension qui est celle du ROI autour de l'innovation RSE, mais c'est qu'un début. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quand même pas mal d'innovations RSE, notamment à la fin sur des témoignages d'entreprises ou de start-up dans le domaine. Il me semble que de plus en plus, on va assister au fait que ce sont nos propres salariés qui, en tant que choix de citoyens, d'employeurs, de consommation, vont faire qu'au fur et à mesure, nos entreprises n'auront pas d'autre choix que de se réformer, effectivement, pour répondre à un certain nombre de critères. Si j'avais un rêve, c'est que ça rentre dans les habitudes. Comme aujourd'hui, on regarde le cahier des charges, on regarde l'aspect contractuel. Demain, je voudrais finalement que mon métier n'existe plus, que je n'ai plus à faire de sensibilisation, que je n'ai plus à faire de formation. Ça voudrait dire que c'est complètement rentré dans les habitudes et que c'est devenu un réflexe. Je crois qu'il y a une leçon, un enseignement que nous devons recevoir. C'est les grands groupes se doivent d'accompagner les TPE, les PME et les ETI à mieux comprendre leurs exigences en matière de RSE, aux TPE, PME et ETI à être aussi courageuses. Allez voir ces grands donneurs d'ordre. Nous avons pu apercevoir au cours de cet après-midi l'ouverture qui existe, le besoin de partager, le besoin de co-construire. Donc, inscrivons-nous dans une dynamique gagnant-gagnant qui est parfaitement claire, je crois, lorsqu'on met en regard des grands donneurs d'ordre qui ont des vrais besoins et une vraie maturité, des TPE, PME qui ont besoin de chiffre d'affaires, qui ont besoin de faire de la croissance, qui ont besoin de faire de la rentabilité. RSE, innovation, une combinaison qui sera salutaire pour les modèles économiques de la filière.